Chers civiliens, chères civiliennes, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur notre globe terrestre. Une fois encore, Michel Laloux et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 20e rencontre civilienne dont la thématique aujourd'hui est consacrée au foncier et à l'immobilier. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Plus d'une fois déjà Michel, tu nous as présenté la croix de l'économie. Et je vais t'inviter d'ailleurs à y revenir une fois encore pour repréciser un peu ce contexte et surtout comment le foncier et l'immobilier s'inscrivent dans cette vision que tu nous as déjà présentée, à savoir cette vision selon laquelle il y a des éléments qui influent sur l'économie, mais qui vont plus loin qu'influer sur l'économie, parce qu'ils y sont considérés comme des marchandises. Et ça peut provoquer vraiment des perturbations majeures dans l'économie. Je te propose peut-être de commencer notre rencontre civilienne, portant sur le foncier et sur l'immobilier, en démarrant de cette perspective, à savoir en revenant sur la croix de l'économie. Oui, je crois que c'est important effectivement qu'on ait toujours cette image globale de l'économie. Cette croix de l'économie nous aide à avoir une vision beaucoup plus générale de l'économie et de voir surtout les dysfonctionnements qui arrivent du fait que l'un des quatre éléments de la croix de l'économie pénètre dans le cercle de l'économie, c'est-à-dire que l'un de ces éléments devient marchandise. Et en réalité, dans notre économie aujourd'hui, ce sont ces quatre éléments, à savoir la monnaie et le travail, le capital action, on va dire, et la quatrième branche, c'est le foncier immobilier dont on va parler aujourd'hui et dont on va voir à quel moment il entre dans l'économie, là où il ne devrait pas le faire. C'est assez étonnant de présenter les choses comme ça parce qu'on se dit a priori que le foncier et l'immobilier font partie intégrante de l'économie. Est-ce que tu peux un peu préciser le concept? A priori, c'est tellement bizarre. Alors peut-être pour ça, il faudrait revenir sur qu'est-ce que c'est l'acte économique, à quel moment quelque chose entre dans l'économie. En réalité, lorsque l'activité humaine et la créativité humaine s'appliquent à des matériaux, par exemple, eh bien, ces matériaux transformés par l'activité humaine vont entrer dans l'économie au moment où ils vont être non seulement produits, mais aussi échangés. C'est là qu'on a ce que l'on appelle habituellement la création de valeur. Alors je reprécise bien que le mot valeur n'a aucune connotation de valeur morale ou valeur sentimentale, etc. Nous parlons là de valeur économique, c'est-à-dire quelque chose qui a été transformé par l'activité humaine et qui est échangé, vient dans un magasin par exemple, dans un marché, ou bien est vendu à une entreprise, du commerce entre entreprises, comme on dit. Ce critère-là de l'économie est fondamental parce que si on n'a pas ça, alors on n'a aucune base pour juger si une chose est à sa place dans l'économie ou pas. Donc on doit toujours partir de l'activité humaine pour évaluer, jauger si une chose a réellement une valeur économique ou pas. Et je crois que si on applique ça au foncier, c'est-à-dire au terrain, que ce soit un terrain à bâtir ou un terrain agricole, par exemple, eh bien, nous avons la possibilité de nous rendre compte que le terrain lui-même, si nous ne faisons rien dessus, si nous n'appliquons aucune activité pour le transformer, ce terrain n'a pas, à proprement parler, une valeur économique. Il est encore dans la nature. Et si maintenant je m'approprie le terrain et je dis voilà, ce terrain, il est à moi, et si vous voulez y avoir accès, vous allez devoir payer, mes amis. Je veux bien vous le vendre. Et pourtant, je n'y ai rien fait. Encore, je ne l'ai pas mis en valeur, je n'ai fait aucune transformation. Dans un tel cas, ce terrain n'a pas été transformé par une activité, la tienne ou celle de quelqu'un d'autre qui travaillerait pour toi, par exemple. Dans ce cas-là, il ne peut pas être considéré comme étant dans l'économie. Il est encore dans la nature. Il fait partie de la nature. Et
Et on doit bien distinguer ce qui est dans la nature et ce qui est dans l'économie. Et c'est l'activité, le travail et la créativité de l'être humain qui vont faire entrer quelque chose de la nature, le faire sortir de la nature et le faire entrer dans l'économie. Comme cette notion n'est pas suffisamment claire au départ, alors que c'est vraiment la base de l'économie, eh bien, on a la confusion que nous avons aujourd'hui dans ce domaine. Donc, un terrain par lui-même ne devrait pas pouvoir être vendu et payer un certain prix, sauf si nous avons fait quelque chose pour transformer ce terrain. Si par exemple on a déboisé le terrain pour pouvoir construire, si nous avons créé un chemin sur le terrain, si nous avons mis des barrières, si on a drainé le terrain, si on l'a terrassé, toutes ces activités sont des activités économiques. Et c'est la valeur de ces activités économiques qui va être prise en compte, qui devrait, disons, être prise en compte dans le terrain, dans la valeur du terrain. Michel, quelles seraient les conséquences si du terrain, si du foncier était vendu comme une marchandise alors qu'il n'y a pas eu de valeur ajoutée d'un point de vue économique? Le terrain n'a pas été aménagé, par exemple. Finalement, est-ce que c'est tellement problématique ou éventuellement, si ça se passe ainsi? Dans ce cas-là, on augmentera le prix de la construction au total, au final, ou bien pour les agriculteurs, cela augmentera le coût de revient de leurs marchandises. Est-ce qu'ils pourront augmenter les prix ou bien est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire? Et donc, dans ce cas-là, ça les met dans une situation financière très délicate, très difficile, ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Hein. Et en réalité, on fait augmenter la totalité des prix des marchandises et tous les prix deviennent plus chers à cause de ça, sans qu'il n'y ait de contrepartie, sans qu'il n'y ait une raison économique à cela. C'est une raison purement spéculative. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation un peu comparable si le terrain était aménagé? Par exemple, s'il y a eu un accès à l'eau, un chemin d'accès, peut-être que le terrain qui est encore jonché de broussailles a été débroussaillé, et donc là, il y a un certain prix qui va être payé pour ces travaux. Est-ce que c'est pas une situation un peu similaire à celle du terrain qui n'aurait pas été aménagé? Est-ce qu'il ne va pas y avoir là aussi une augmentation des prix? Oui, mais cette augmentation va être nettement moindre que ce qu'elle est actuellement par rapport au prix des terrains. L'augmentation va être, je veux dire, par exemple, un terrassement, ça va coûter peut-être, mettons, 10 000 euros. Ce ne sera jamais le prix du terrain. Et on peut regarder pour un assainissement, un drainage, amener l'électricité, etc. Cela ne fera jamais le prix du terrain. C'est-à-dire que on a une prestation réelle. Si quelqu'un vient faire un terrassement sur le terrain, on a une prestation économique réelle, et le fait qu'on demande le paiement de ça au moment de la vente du terrain, c'est tout à fait en ordre. Ça revient à, d'une certaine façon, comme si on avait nous-mêmes fait le terrassement au moment de la construction. Là, c'est le propriétaire qui l'a fait avant. Eh bien, c'est juste un déphasage dans le temps, mais ça correspond à des valeurs économiques qui sont payées. Sinon, on crée quelque chose d'artificiel et qui, l'expérience le montre, va bien au-delà du prix de la prestation d'aménagement du terrain. À la limite, en t'écoutant, je me dis, dans certains cas, aussi étonnant que ça pourrait paraître, s'il y a des prestations de mise en ordre du terrain, d'accès à l'eau, etc., dans certains cas, ça pourrait même peut-être faire baisser le prix de la production agricole. Si on peut produire davantage de légumes, par exemple, parce que le terrain a été aménagé de telle façon à ce qu'il y ait l'accès à l'eau, qu'il y ait un chemin d'accès, etc., même si ça a été une valeur ajoutée d'un point de vue économique, il a bien fallu la payer. Pour réaliser ces travaux, il a fallu payer quelqu'un, mais je produis peut-être beaucoup plus de légumes sur le même terrain. Et en fin de compte, il n'est même pas dit que ça va nécessairement mener à une augmentation du prix de mes légumes. Il
faut chaque fois regarder la réalité économique concrète, en fait. Absolument, absolument. Le fait d'ajouter une valeur peut au final diminuer les prix, faire baisser les prix. C'est pas, on va payer bien sûr pour cette prestation, mais comme tu le dis, on va s'y retrouver largement après à l'arrivée. Si on parle d'une exploitation agricole, ça pourrait être la même chose pour une entreprise, pour une industrie qui se créerait et où un bon aménagement du terrain peut faire au final gagner au niveau des opérations qu'on a à faire pour la production et donc se révéler productif. C'est un investissement productif. Mais là, on est réellement dans des questions d'économie réelle et non pas dans d'économie dans une économie financiarisée. Alors, il faut bien se remettre devant notre perspective dans nos rencontres civiliennes. Nous cherchons au niveau de l'économie à trouver les bases d'une économie non financiarisée, où on sort la spéculation et la financiarisation de l'économie parce qu'elle ne correspond pas à un acte économique. Et ceci peut conduire aux propositions que nous faisons, mais qui sont basées uniquement sur une observation de l'économie. Tout ce qu'on essaye de faire, nous, ici, dans ces rencontres civiliennes, quand il s'agit de l'économie, c'est de ne faire en sorte que ce soit seulement à partir de l'économie elle-même que l'on déduise ce qui devrait être fait, être mis en place dans cette sphère-là. Et éliminer le plus possible les facteurs étrangers à la sphère de l'économie elle-même, c'est-à-dire étrangers à la production de valeur. Et si je vends donc un terrain sur lequel je n'ai fait aucun aménagement, il n'y a eu aucune activité économique qui a permis d'ajouter une valeur, le terrain il était déjà là, c'est la nature qui l'a donné et c'est pas l'être humain qui a ajouté une valeur. Et dans un tel cas, j'ai un facteur étranger à l'économie qui vient s'introduire dans l'économie et lui ne peut jamais que venir perturber. Dans ce cas-ci, il va venir augmenter les prix, il ne permettra jamais de faire diminuer le prix alors. Ah oui, dans ce cas-là pas. Hein, c'est que quand on arrive à des prix de 150 €, 200 € le mètre carré, dans certaines régions qui ne sont pas encore trop chères aujourd'hui, mais dans certaines régions, on est à plus de 1000, voire 2000 ou 3000 € le mètre carré. C'est considérable. Quand on voit en Suisse qu'un terrain peut se vendre, un terrain constructible peut se vendre au bord du lac Léman, par exemple, peut se vendre 1 500 000, 2 millions, voire plus, on atteint des chiffres qui sont totalement irréels par rapport à l'économie. Et finalement, le prix des marchandises en est affecté considérablement. Et au final, c'est l'ensemble des consommateurs qui doivent payer plus. Parce que tout ceci se retrouve dans les salaires des personnes qui achètent un terrain, qui achètent un appartement sur lequel on a dû payer le terrain, bien sûr, hein, et les prix des logements deviennent stratosphériques dans certaines régions, à Paris, au bord du lac Léman, au bord du lac de Zurich, etc. Hein. On se trouve avec des prix qui dépassent totalement l'entendement, qui n'ont pas une correspondance au niveau de l'économie. Et est-ce que ça concerne les loyers aussi ? On a évoqué que aussi bien au niveau du foncier agricole qu'au niveau du foncier immobilier, il y a un problème s'il n'y a pas de vraie valeur ajoutée. Il y a une perturbation, il y a une hausse des prix qui correspond à rien en fait, qui va venir tout enchérir. Et qu'en est-il au niveau des loyers qu'il faut payer pour un immeuble ? Admettons qu'il n'y ait pas d'acte d'achat ou de vente à proprement parler, mais je paye un loyer. Est-ce qu'il y a là aussi quelque chose qui peut poser question ? Si je paye un loyer pour un appartement
ce loyer devrait normalement permettre de rembourser les frais de construction de l'appartement. Il peut y avoir, si quelqu'un a fourni une prestation, a créé une entreprise pour construire un immeuble, il a fourni une prestation et il fait une prestation aussi lors de la vente. Le fait qu'il propose par une agence immobilière ou par Internet, le fait qu'il propose son appartement en vente, il fait une prestation. Cette prestation-là peut se chiffrer, mais elle ne va jamais atteindre les prix qu'on a actuellement. Et la question qui se pose alors, c'est quand est-ce que cette prestation est soldée? C'est-à-dire qu'en général, ce qui va se passer, on construit un appartement, on emprunte pour ça, et avec l'emprunt, on peut payer directement les corps de métier. Donc on solde cette partie-là de l'acte économique, mais on doit payer des mensualités. Et ces mensualités, lorsqu'elles ont soldé le remboursement du prêt, mettons que ce soit un prêt sur 20 ans, après 20 ans, eh bien, on a terminé. Et si le propriétaire continue à louer son appartement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait exactement la même chose que celui qui vend un terrain. Il introduit dans l'économie le paiement de quelque chose qui n'a plus sa contrepartie économique. Elle l'a eu pendant 20 ans, puisque le prêt permet d'étendre l'extinction de la contrepartie économique, on va dire, sur 20 ans. Mais une fois que ça c'est fait, si je continue à faire payer pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans un appartement, eh bien, je fais payer à l'ensemble de l'économie quelque chose qui n'a pas eu de contrepartie, de création de valeur. Et ça, c'est ce qui fausse, au niveau de la location, c'est ce qui fausse l'économie en introduisant le fait qu'à ce moment-là, on fait travailler, on a fait un placement immobilier et on fait travailler l'argent par le truchement de ce placement immobilier. La différence donc avec le terrain, pour résumer, le terrain, lui, n'a jamais de valeur, sauf si on a fait des aménagements dessus, n'a jamais de valeur économique. Hein, et la location a une valeur économique le temps qu'on solde l'acte économique qui a été fait par les corps de métier. On voit par là qu'on a quelque chose qui fausse totalement l'économie à sa base, puisque dans un salaire, on considère, enfin dans les revenus d'un ménage, donc c'est plus qu'un salaire, très souvent si l'homme et la femme travaillent tous les deux, en général, on considère qu'on peut aller jusqu'à un endettement de 30-33% des revenus du ménage. Donc c'est considérable. Ça veut dire qu'on a des prix qui sont faussés par ce fonctionnement-là, mais qui touchent, en gros, on va dire, un tiers des salaires d'un pays pour les gens qui ne sont pas propriétaires. Et à ça s'ajoute, pour ceux qui sont propriétaires, le prix du terrain qu'ils ont payé. Typiquement, le raisonnement de certains économistes, notamment, c'est de dire que si on ne construit pas suffisamment d'immeubles, alors qu'il y a quand même une augmentation de la population, d'un point de vue démographique, c'est le cas par exemple en Wallonie, au cours de ces dernières années. Il y a aussi des situations de séparation, les familles sont de plus en plus atomisées. Dès lors, il faut plus de logements. Et si on ne construit pas assez de logements, ou si on n'en rénove pas suffisamment, il y a trop peu de logements, et ce phénomène va provoquer une augmentation de prix.
Et donc, certains économistes disent qu'il faut dès lors favoriser les investissements dans l'immobilier, les taxer moins et surtout pas les taxer plus, parce que sinon on va avoir une raréfication de la construction et de la rénovation de logements. Il y aura de moins en moins de logements compte tenu de l'augmentation de la population. Donc on va avoir une augmentation des prix. Est-ce que ça, Michel, c'est un raisonnement purement économique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tient pas trop la route là-dedans? Est-ce que c'est de la spéculation? Est-ce que tu viens d'insister sur le fait que en effet, lors des rencontres civiliennes, nous essayons vraiment de nous en tenir à des raisonnements où c'est l'économie sur laquelle nous portons notre regard et nous efforçons que rien d'étranger à l'économie n'intervienne là-dedans. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose d'étranger à l'économie qui intervient quand même, ou bien c'est vraiment bien un raisonnement économique? Or, ça ressemble aussi un peu à de la spéculation, quelque part. Et oui, ce qu'on devrait arriver à déterminer, c'est est-ce que la rareté est une valeur économique, au sens où nous avons défini la valeur économique. En quoi la rareté résulte-t-elle d'une activité économique de quelqu'un ou d'une entreprise? C'est tout à fait de même nature que si on dit que la vue est une valeur économique. Si vous avez une maison qui est placée sur une colline avec une vue magnifique, en quoi est-ce que c'est une valeur économique? Or, on sait bien que les terrains avec vue sur la mer, par exemple, sont vendus beaucoup plus cher que les terrains qui n'ont pas ce privilège. Mais ce faisant, on a, malgré tout, du point de vue strictement économique, on a introduit quelque chose qui n'en fait pas partie. La rareté ou la vue et des choses qui peuvent avoir une valeur affective, sentimentale, etc., oui, mais ne sont pas des valeurs économiques. Et à ce moment-là, on fait intervenir un phénomène qui est considéré comme étant à la base de l'économie, mais qui, à mon sens, ne l'est pas, c'est la question de l'offre et de la demande. Parce que, bien sûr, on va pouvoir faire jouer avec la rareté, on va pouvoir faire jouer sur la question de l'offre et de la demande. Ah oui, mais il y a moins d'offres, donc le prix va augmenter. Et on enseigne ça à l'université, dans tous les cursus économiques, on enseigne ça comme le point de départ de l'économie. Mais ceci est remis en cause par un certain nombre d'économistes, et nous, en nous basant sur la question de la valeur, on peut arriver à remettre en cause cette notion de l'offre et de la demande. En réalité, l'offre et la demande ne se vérifient que lorsqu'il y a rareté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on introduit un élément spéculatif. L'offre et la demande, c'est dire que l'économie ne peut être que spéculative si on met cette loi-là à la base, au point de départ de l'économie. En réalité, dans l'économie réelle, plus il y a de demandes, plus les prix baissent. Regardons par exemple les écrans d'ordinateur, c'était quand même spectaculaire. Le prix d'un écran dans les années 95 par exemple, 96, au moment où on était un peu dans les débuts, disons, de l'informatique, de la bureautique individuelle, un écran valait, disons, à peu près l'équivalent aujourd'hui de 1500 €, un bon écran. Aujourd'hui, le même écran, on va le trouver peut-être pour 200 €. Et les prix ont commencé à baisser au fur et à mesure que la demande augmentait. Donc c'est contraire à la loi de l'offre et de la demande dès qu'on est dans la production industrielle. Par contre, là où on peut spéculer, à ce moment-là, la loi de l'offre et de la demande se vérifie et elle pollue l'économie. C'est une pollution, il faut le dire, une pollution de l'économie.
Et ceci a des conséquences assez importantes. Et cela vient du fait que, ça peut paraître prétentieux de le dire, mais je crois qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Au fond, nous ne pouvons pas dire que nous raisonnons de façon économique lorsqu'on considère l'économie telle qu'elle est enseignée dans les livres, dans les manuels et dans les universités ou dans les écoles d'économie. Ceci se vérifie alors dans tous les secteurs, dans tous les compartiments de l'économie. Et si je peux faire juste une petite digression par rapport à la situation actuelle du prix de l'énergie, on a dit la guerre en Ukraine a fait augmenter les prix de l'énergie parce que tout à coup le pétrole devenait plus rare. Mais les coûts de production du pétrole n'ont pas augmenté, les coûts de production du gaz n'ont pas augmenté. Donc le prix du gaz, le prix du pétrole, il n'y a aucune raison pour qu'ils aient augmenté. C'est uniquement parce que nous sommes dans quelque chose qui est spéculatif, c'est-à-dire qu'on a dit, il y a une raréfication de l'offre, donc on peut augmenter les prix. Donc la cause de l'augmentation des prix de l'énergie, cela se montre aussi avec un produit de l'économie courante, un baril de pétrole par exemple, ou des fûts de gaz. Ce sont des productions de l'économie réelle, mais sur laquelle il y a de la spéculation liée à l'offre et la demande. Sans qu'on regarde, mais quelles sont les valeurs ajoutées? Est-ce qu'il y a un changement dans les valeurs ajoutées? Est-ce qu'il y a un changement dans les processus de production qui justifie l'augmentation des prix? Donc, si je ramène ça au niveau de l'immobilier, par exemple, si on est dans une région où les immeubles sont beaucoup trop rares, si je construis un immeuble d'une certaine taille avec un certain nombre de mètres carrés, ça sera le même prix de construction que là où les immeubles sont beaucoup moins rares, et il n'y a donc pas de raison de faire payer plus cher l'immeuble là où il y a une rareté au niveau immobilier. D'un point de vue économique, c'est le même coût en réalité. Et c'est simplement parce qu'il y a une rareté que certains spéculent et alors font artificiellement gonfler le prix, si je comprends bien ce type de raisonnement. Tout à fait, et c'est arrivé dans certaines régions en Suisse, par exemple, qu'on retienne la mise en location d'un certain nombre d'appartements pour faire monter les prix. Et quand les prix avaient augmenté, on a mis ces appartements sur le marché. Au point de vue, il n'y avait eu aucun acte économique qui avait été fait. Alors, ce qu'on est en train de dire, ça soulève d'énormes questions. Et résoudre ces questions n'est certainement pas simple. Mais il faut bien qu'on se mette en face de ce qu'est réellement l'économie pour qu'on puisse trouver des façons nouvelles de procéder. Et on va voir que ce que nous allons proposer dans le principe aujourd'hui et un peu plus dans le détail dans la prochaine rencontre civilienne, ce que nous allons proposer sort tellement des sentiers battus sur un domaine où nous sommes nous-mêmes très liés affectivement au logement que nous avons peut-être hérité de nos parents, etc. Tout ceci va jouer un rôle considérable dans le frein à la mise en œuvre de mesures qui seraient saines pour l'économie. Il me semble que ça ne doit pas nous empêcher de regarder ces mesures-là et qu'on voit avec le temps comment les choses pourront se réaliser. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne aussi le prix que l'on paye pour cela dans l'immobilier. Et il faut qu'on ajoute à ce moment-là une autre notion qui joue un rôle très très important pour l'achat d'une maison, c'est le fait que, bien sûr, on ne peut pas payer l'achat d'une maison ou d'un appartement avec ce que l'on gagne chaque mois, ni même ce que l'on gagne sur une année, ni même sur 2 ou 3 ans. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de recourir à l'emprunt. Et aujourd'hui, l'emprunt, qui dit emprunt, dit paiement des intérêts.
Donc ceci vient encore s'ajouter à ce qui vient fausser les prix. C'est-à-dire que la banque va demander des intérêts pour vous fournir un prêt. Alors la banque a des frais parce qu'elle réalise un service, c'est une valeur de l'économie, le service rendu par le banquier qui organise la banque pour pouvoir mettre à disposition de l'argent pour un prêt, mais ce service-là ne correspond jamais en termes de prix à ce qui est demandé pour les remboursements. Ça veut dire que si on est par exemple à un prêt sur 20 ans avec un taux d'intérêt de 3,5% comme on a aujourd'hui, on va se retrouver avec un paiement au bout de 20 ans du remboursement du prêt, c'est-à-dire du coût de la maison finalement, hein, on va se retrouver avec un coût qui est augmenté de 37 à 42%. Ce qui est considérable. C'est énorme. Et dans des pays comme la Suisse, alors c'est encore beaucoup plus, hein, puisqu'on a une situation qui atteint des extrêmes. Puisque les coûts deviennent si grands en Suisse, à cause de la rareté justement, les coûts deviennent si grands qu'on ne peut plus payer le remboursement de l'intérêt et du principal, c'est-à-dire du capital de départ. La plupart des gens qui veulent accéder à la propriété de leur appartement ou de leur maison, eh bien, ils ne peuvent rembourser que l'intérêt, et cet intérêt va être remboursé, va être étalé, enfin ce remboursement de l'intérêt va être étalé non plus sur 20 ans, mais sur 40 ans, voire sur 60 ans. Et éventuellement, si par exemple on transmet sa maison à ses enfants après, eh bien ce sont des enfants qui vont continuer à payer des intérêts. Et le principal, le capital de départ, ne va pas être remboursé, ne sera jamais remboursé. Ce qui fait dire, par exemple, aux Suisses que en fait, les Suisses ne sont jamais propriétaires réellement de leur maison. Et ils payent en permanence un intérêt sur leur logement pendant tout le temps. Au système bancaire, ils payent ça. Ça veut dire qu'on a un système bancaire qui vit en très très grande partie des intérêts sur les logements, et ça coûte énormément d'argent à l'ensemble de l'économie suisse. On sait que le prix de beaucoup de marchandises sont extrêmement élevés en Suisse, et en conséquence, les salaires sont très élevés en Suisse comparés à la France ou à la Belgique. Pour le même type de travail, on peut avoir des salaires qui sont de 3, 4, 5, 6 fois plus élevés. Un professeur dans certains cantons en Suisse va toucher 6 ou 7 fois ce que touche un professeur à poste équivalent, on va dire. Hein. Il va toucher 6 ou 7 fois ce que touche un enseignant en France. Et dans un cadre, dans une industrie ou dans une entreprise de service, ça va être la même chose. Donc on voit qu'on a... Alors ce qui fait qu'après, l'exportation des produits suisses va être d'autant plus difficile, et seuls les produits qui auront une valeur ajoutée dans le domaine de la précision, par exemple, vont pouvoir trouver à se vendre à l'étranger, alors que l'industrie aurait besoin de certains produits qui viennent de Suisse, dans le reste de l'Europe, mais dans certains cas, on ne peut pas se les offrir. Donc on voit là une distorsion, jusqu'où ça va, la distorsion de l'économie, du fait de ce qu'introduisent les intérêts. Alors, avec le fonctionnement suisse, on atteint des sommets qui peuvent
nous mettre sur la voie des propositions que l'on va faire et nous montrer que les Suisses, d'une certaine façon, mais de façon caricaturale, ont transformé la notion de propriété, puisqu'ils ne sont pas propriétaires en réalité complètement de leur logement. Et qu'ils le deviennent au moment où ils réalisent la vente, après 40 ans par exemple, ils réalisent la vente de leur logement pour se dire, bon ben maintenant on va aller à la retraite, nous allons prendre un appartement plus petit, on n'a plus besoin d'une maison aussi grande par exemple, ou nous allons aller passer la retraite ailleurs, dans un autre pays, donc ils vont vendre leur maison, et à ce moment-là, ils vont se rembourser des intérêts qu'ils auront payés par le prix de vente qui va être 2 fois, 3 fois, 4 fois ce que la maison leur a coûté. Mais en réalité, le processus continue parce que ceux qui vont entrer dans cette maison, c'est-à-dire qu'ils vont l'acheter, ils vont, eux, avoir besoin d'un salaire qui inclut cette augmentation considérable du prix de la maison. Et le processus va continuer, ils vont payer des intérêts à la banque, ce qui fait que sur la maison qui est située à tel endroit, dans telle rue de la ville de Lausanne, par exemple, eh bien, cette maison est payée en permanence pendant des générations et le capital n'est jamais payé. Ce sont uniquement des intérêts qui sont payés. Donc on voit à quel niveau de dérèglement de l'économie on arrive dans un cas pareil du fait de la rareté. Alors, le cas de la Suisse est vraiment extrême, voire extrémiste, mais je crois que ça vaut la peine de porter son regard aussi sur des situations qui finalement sont assez graves, en France par exemple. Je me souviens avoir lu un document qui émanait du MEDEF. Le MEDEF est donc l'organisation qui représente le patronat et aussi le grand patronat en France, qui s'inquiétait du prix du foncier sur certains territoires en France, certains territoires ruraux ou dans certaines villes, parce que l'augmentation du prix du foncier pour y construire des logements était devenue trop importante et cela allait impacter le prix de l'immobilier et dès lors devait requérir une augmentation d'autant plus importante des salaires, impactait ensuite le prix des productions réalisées par les entreprises établies sur ces territoires, et donc les rendait non concurrentiels par rapport au marché, que ce soit français ou même international. Et donc le MEDEF lui-même demandait que soient prises des mesures pour cadrer le prix du foncier immobilier. Ici, je ne parle pas du taux d'intérêt. Hein. Dans ce rapport, je n'avais pas lu ça, mais c'est la même logique dans le fond. Si on fait payer de l'immobilier sur base d'une spéculation, on enchérit l'économie et on va créer des difficultés économiques, non seulement pour les travailleurs, mais pour les entreprises elles-mêmes et pour des pans entiers de l'économie. Alors c'est vraiment intéressant, cette remarque que tu fais, elle devrait être beaucoup plus connue parce que on voit là un raisonnement purement économique qui est fait par le patronat, par ceux qui sont quand même aux manettes de l'économie, et qui, par un pur raisonnement économique, arrive aux mêmes conclusions que ce que nous avons évoqué là jusqu'à présent. Donc, c'est pour nous une confirmation que ce que nous disons a aussi un sens et peut être perçu par n'importe qui réfléchit sainement sur l'économie. Alors il faut qu'on ajoute aussi peut-être juste un chiffre pour dire que nous avons l'intérêt qui peut coûter extrêmement cher dans l'économie, mais nous avons aussi les loyers dont nous avons parlé, les loyers qui sont payés alors que le bâtiment a déjà été payé. Et aujourd'hui, on a par exemple en France sur l'année 2021, on peut considérer qu'on a eu 80 milliards d'euros qui ont été payés comme ça en loyer. C'est donc une somme considérable. Et si on ajoute ça aux intérêts qui sont payés en plus par ceux qui empruntent pour acheter, pour devenir propriétaires,
Alors on approche les 3% du PIB de la France. C'est-à-dire les loyers qui ne devraient plus être payés et les intérêts correspondent à peu près à 3% du PIB de la France. Ce qui est énorme. C'est bien de se mettre en face de chiffres comme cela pour se rendre compte de l'étendue du dérèglement qui est introduit ainsi par la conception que l'on a de l'économie et également de la propriété. Alors ça ne veut pas dire qu'il s'agit de supprimer la propriété, mais il faudrait peut-être la regarder autrement. Et je crois que tu es bien placé pour pouvoir dire quelques mots qui nous éclaireraient sur la notion de propriété. Il n'y a souvent guère que les juristes qui étudient ça de manière un peu plus attentive. Ça fait souvent d'ailleurs partie des cours de base donnés aux juristes dans les facultés de droit. Qu'est-ce que c'est que la propriété, hein? Et lors de la rencontre civilienne numéro 9, nous avions déjà évoqué une première fois le sujet en le développant davantage. Ici, je vais peut-être reprendre quelques notions de manière succincte et qui pourront quand même paraître très nouvelles pour un large public, puisque d'habitude, les gens n'étudient pas ça, ne connaissent pas ça. La propriété, elle est constituée de 3 éléments. Un de ces éléments, quand je suis donc propriétaire d'un objet, d'une chose, un de ces éléments, un de ces droits plutôt, hein, qu'on appelle l'abousus, me permet de céder cet objet. Je peux soit le donner, soit le revendre, par exemple. Je peux aussi le détruire. C'est le cas, par exemple, si j'achète un paquet de beurre. Hein, je deviens propriétaire du paquet de beurre, donc je peux le consommer, je vais le détruire, ou bien je vais le détruire comme ça, ou bien je peux le donner à quelqu'un, ou je peux le céder. Donc ce qu'on appelle l'abousus, qui est un de ces 3 éléments constitutifs de la propriété, ça convient particulièrement bien pour les marchandises, justement. Ça concerne vraiment le domaine de ce qui est marchand. Mais quand je suis propriétaire d'une chose, il se peut aussi que si c'est quelque chose surtout de plus vaste, un immeuble, ça peut être aussi une machine, un tracteur, un camion. Je ne vais pas les détruire, je ne vais pas les consommer, je vais plutôt les utiliser. Et ça, c'est le deuxième élément qui est constitutif de toute propriété, c'est ce qu'on appelle l'usus, le droit d'usage. Alors, je ne vais pas utiliser ici le terme droit d'usage dans le sens juridique technique du terme, hein. Il y a dans les codes civils de différents pays, on utilise aussi le terme droit d'usage. Je ne vais pas l'utiliser dans ce sens technique, mais plutôt dans le sens commun du terme. Je suis propriétaire, donc je peux utiliser ce bien. Et enfin, un troisième élément qui fait partie du droit de propriété, de la propriété, c'est ce qu'on appelle le fructus. C'est de pouvoir tirer des fruits, un avantage d'un bien dont on est propriétaire. Par exemple, je possède un immeuble et je vais le louer. Et donc, je vais pouvoir en tirer un revenu. Ou encore, je possède un verger et je vais pouvoir cueillir les fruits et pouvoir ensuite les revendre. Et donc on a ces 3 éléments, abousus, usus, fructus, qui sont tous 3 constitutifs de ce qu'on appelle la propriété. Mais on peut éventuellement séparer ces 3 membres. C'est ce qu'on appelle du droit démembré. C'est plus complexe que ce que je vais expliquer ici, hein. Je simplifie un petit peu le propos, mais si nous avons déjà un peu en conscience, en connaissant ce qu'est l'usufruit, eh bien l'usufruit, c'est quand on a usus et fructus qui sont unis l'un à l'autre. C'est-à-dire que je peux, quand je suis usufruitier, je peux utiliser un bien et je peux aussi en tirer des fruits. C'est-à-dire que si je suis usufruitier d'une maison, je peux y vivre, mais je peux aussi la louer, par exemple. Mais en même temps, je ne peux pas pleinement la revendre. Je ne peux pas non plus la détruire. La bousus, je n'en suis pas le détenteur. C'est ce qu'on appelle le nu propriétaire qui est détenteur de la bousus. Alors, je me suis permis d'exprimer ces quelques concepts de base parce que si on ne les a pas, on ne sait pas vraiment ce qu'est la propriété dans notre système actuel et on n'a pas non plus une idée comment cette propriété pourrait être transformée éventuellement, métamorphosée. Et ce dont tu as parlé tout à l'heure, Michel, dans le fond, c'est que quand tu parlais de spéculation notamment, on achète et on revend un immeuble, eh bien, si
si on pouvait mieux cerner encore ce que sont ces trois éléments constitutifs du droit de propriété, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, nous allons développer ensemble lors de la prochaine rencontre civilienne, quand on va examiner ensemble comment ces constats que tu viens de faire au niveau de l'immobilier, ces problèmes que tu viens de relever pourraient être résolus grâce à une série de pistes novatrices. Mais donc, si nous avons bien en tête ce que c'est que le droit de propriété et ces trois éléments constitutifs, nous allons pouvoir découvrir comment, en les agençant différemment, ou plutôt en répartissant différemment l'accès à certains droits à certaines personnes, nous pourrions métamorphoser dans un sens d'assainissement le droit de propriété, de telle façon à ce que notamment, eh bien, les immeubles ne soient plus des marchandises, que le foncier, qu'il soit agricole ou immobilier, ne soit plus une marchandise. C'est-à-dire qu'on n'attribue plus l'abouzus à celui qui occupe une maison. L'usus, l'usage, le droit d'usage, oui, mais pas l'abouzus. Mais nous y reviendrons, nous allons approfondir, je mets un peu l'eau à la bouche peut-être, nous allons examiner ça plus en profondeur lors de la prochaine rencontre civilienne. Mais alors, qu'est-ce que voudrait dire, qu'est-ce que deviendrait le fructus? Parce que tu dis, tu as juste esquissé une piste avec l'abouzus, en séparant l'abouzus et l'usus. Il faudra un peu de temps, effectivement, pour qu'on puisse développer ça. Mais par rapport au fructus, qu'est-ce que devient le fructus? Comment tu le vois? Merci pour ta question, parce que je ne l'avais pas dit en effet. C'est-à-dire que l'occupant d'un immeuble ou l'occupant d'un terrain, il en a l'usus, mais il n'en a ni l'abouzus, ni le fructus. En fait, dans cette forme métamorphosée du droit de propriété, j'en ai l'usage, et en tant qu'usager, je fonctionne avec ce bien, bien sûr, mais je ne vais pas non plus pouvoir en tirer les fruits, pouvoir le louer, par exemple. Je vais prendre l'exemple d'un verger pour montrer que ces distinctions sont subtiles. Admettons que j'ai l'usus, donc l'usage d'un verger qui produit des pommes. Ce que je pourrais faire en tant que personne disposant de l'usus, c'est consommer ces pommes moi-même. Par ailleurs, je pourrais aussi les vendre. Mais attention, au moment où je vends ces pommes, en réalité, je les ai cueillies, je les ai triées, je les ai mises dans des paniers, le cas échéant, je les ai transportées. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté une valeur économique. J'ai d'ailleurs un abouzus, en quelque sorte, sur une marchandise que sont les pommes à proprement parler, puisque j'ai ajouté une valeur économique. Par contre, et ça, il faut bien le différencier, si je louais le terrain à quelqu'un d'autre, là, j'en tirerais un fructus dans un autre sens, c'est-à-dire que j'en tirerais un revenu sans avoir ajouté quoi que ce soit moi-même comme valeur économique. Voilà un exemple qui montre à quel point il faut rentrer plus en profondeur pour faire certaines distinctions. Et donc, j'en reviens à ce qui est exprimé juste avant, à savoir qu'en tant qu'usager d'un immeuble, usager d'une terre agricole, j'en ai l'usus, mais je n'ai pas l'abouzus, je ne peux pas revendre le bien à proprement parler, et j'en ai pas le fructus, je ne peux pas en tirer des revenus sans qu'il y ait une valeur ajoutée, qui est d'ailleurs elle liée à une marchandise, mais qui n'est pas liée au bien dont j'ai l'usus à proprement parler. Oui, alors si je te comprends bien, ça veut dire que le fructus du verger dont tu parlais, c'est le fructus sur les pommes, c'est le cas de le dire, mais ça n'est pas le fructus sur le terrain. Celui qui va vendre ses pommes, il a l'usus du terrain, mais il ne tire pas de fructus du terrain lui-même. Il tire un fructus de l'activité de faire pousser des pommiers, de les entretenir, etc. Et comme tu l'as décrit, cueillir les pommes, et voilà toute la chaîne de valeur ajoutée. Mais c'est pas le terrain lui-même qui lui donne un fructus au sens habituel. Donc on peut, avec cet exemple-là, je trouve, on peut vraiment bien séparer les choses et voir qu'est-ce qui concerne le terrain lui-même et qu'est-ce qui concerne le travail qui s'applique sur le terrain. C'est-à-dire les valeurs ajoutées.
Et avec ça, évidemment, nous sommes dans une conception du droit de propriété qui a quelque chose de révolutionnaire d'un point de vue conceptuel. Et nous sommes bien conscients que c'est quelque chose, comme tu l'exprimes tout à l'heure, qui est très délicat, qui pourrait heurter très fortement les sensibilités, parce que c'est quelque chose ancré en nous depuis des siècles et des siècles, que la propriété se constitue de ces trois membres, l'abusus, l'usus et le fructus. Commencer à les séparer comme je viens de le faire, c'est tellement différent de nos habitudes de pensée. N'oublions pas d'ailleurs que la Révolution française, elle a inscrit parmi les premiers articles de la Constitution le droit de propriété comme étant inaliénable, parce qu'il y avait eu tellement d'abus justement précédemment. Donc cette métamorphose, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut d'abord commencer par à nouveau se familiariser avec ces conceptions et cerner à quel point elles peuvent finalement être avantageuses pour tout le monde si elles sont appliquées. Tout à fait. Hein. On va toucher là des cordes, on touche là des cordes sensibles, très sensibles. Hein. Et c'est pour ça que je crois que ce que nous allons présenter la prochaine fois, il faudra le concevoir comme quelque chose qui ne peut être qu'un processus extrêmement évolutif. Et peut-être ce sera le processus qui devra être le plus évolutif et qui devra se faire au fur et à mesure que les gens seront en quelque sorte volontaires, auront envie par eux-mêmes de passer de la propriété telle qu'elle existe aujourd'hui à une autre forme de propriété. Et si l'on est attentif à certaines tendances qui sont en train d'apparaître dans la société, on peut se rendre compte que beaucoup de gens, au fond, chercheraient d'autres formes de propriété qui ne consisterait pas à faire table rase de ce qui a été jusqu'à présent, mais simplement à mieux articuler ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire le triple membrement de la propriété et de le ramener à autre chose en distinguant bien l'abusus et l'usus. Je ne parle pas du fructus, puisqu'au fond, on a vu que ça n'est pas essentiel dans le droit de propriété. Et comme on peut voir, il ne s'agit donc pas d'abolir la propriété, mais de la métamorphoser. Il ne s'agit pas non plus d'abolir la liberté d'initiative du détenteur de l'usus. Il demeure pleinement libre dans son initiative, créatif avec le bien dont il a l'usage. Ça ne change pas. Et peut-être même qu'on peut considérer que globalement, nous serons très nombreux, très très nombreux à être moins aliénés par une économie qui est artificiellement enchérie, devenue trop chère, du fait de ces phénomènes spéculatifs que tu as décrits tout à l'heure, qui précisément sont plutôt de nature à entraver notre créativité, plus qu'autre chose. Donc, il ne s'agirait pas de voir cette métamorphose de la propriété comme une disparition de la créativité, de l'initiative, de la liberté de l'être humain, mais comme un potentiel accroissement de ces facultés humaines du fait qu'on ne confond plus ce qui est de l'ordre vraiment marchand d'un côté et ce qui est de l'ordre de l'usage d'autre part. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne conclusion pour notre première séance sur la propriété foncière et l'immobilier. Et peut-être qu'on peut se donner rendez-vous alors pour notre prochaine rencontre civilienne sur ce thème, pour poursuivre. Et là, au-delà des constats, nous allons être force de proposition lors de cette rencontre civilienne 20B, qui portera toujours sur le foncier et l'immobilier, mais cette fois-ci en proposant, en poursuivant en quelque sorte cette lancée qui vient d'être à peine initiée ici, en proposant une série de pistes de métamorphose, de transformation. Voilà Michel, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre civilienne. Je te dis, et je vous dis à tous et à toutes civiliens et civiliennes, à la prochaine rencontre. Nous nous réjouissons bien sûr de pouvoir continuer à partager ces concepts qui sortent tout à fait de nos habitudes de pensée la prochaine fois encore. Au revoir Michel. Au revoir Stéphane.